Un enfant de 2 ans qui suce son pouce, ça l'apaise, ça rassure les parents. On se dit, il arrêtera tout seul. Puis les années passent, le pouce est toujours là, tous les jours, plusieurs heures. Au début on ne voit rien, les dents de lait sortent, tout semble normal. Puis doucement, les dents de devant ne se touchent plus. Un espace apparaît. La bouche ne se ferme jamais complètement. La langue commence à passer entre les dents. Les mots sifflent, l'enfant dort très mal et la respiration change complètement. Et là, le diagnostic tombe. Béance dentaire antérieure. Ce qui ressemblait à une simple habitude est devenu une déformation installée, avec parfois des années de rééducation et d'orthodontie à la clé. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment une succion prolongée peut transformer la bouche d'un enfant sans qu'on s'en rende compte. On va parler d'un sujet extrêmement fréquent mais encore trop souvent minimisé, la succion du pouce et de la tétine, et leurs conséquences sur le développement de la bouche, des dents et des fonctions orofaciales. Pouce, tétine, parfois les deux, ce sont des habitudes très courantes chez les enfants, et souvent rassurantes au départ. Mais lorsqu'elles persistent dans le temps, elles peuvent entraîner des déséquilibres importants, dont l'un des plus connus est la béance dentaire antérieure. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est la béance antérieure, pourquoi la succion prolongée est un problème, et surtout, quels sont les impacts sur la déglutition, la parole, la respiration et le développement global de l'enfant. N'hésite pas à liker, t'abonner et mettre un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. L'objectif n'est pas de culpabiliser, mais de comprendre pour mieux prévenir et accompagner. En 1, qu'est-ce que la succion du pouce et de la tétine? La succion est un réflexe naturel chez le nourrisson. Elle est indispensable à la survie, à l'alimentation et à l'apaisement. Chez le bébé, sucer c'est normal. Le problème n'est donc pas la succion en elle-même, mais la durée, la fréquence et l'intensité de cette succion. Quand un enfant suce son pouce plusieurs heures par jour, ou garde la tétine en permanence, ou continue bien après 2 à 3 ans, on ne parle plus d'un simple réflexe, mais d'une habitude fonctionnelle persistante qui va influencer la croissance de la bouche. En 2, la béance dentaire antérieure, je vous explique simplement ce que c'est. La béance dentaire antérieure, c'est lorsqu'il existe un espace entre les dents du haut et celles du bas à l'avant, même quand la bouche est fermée. Autrement dit, les dents du fond peuvent se toucher, mais les dents devant ne se rencontrent pas. On observe alors un espace visible entre les incisives, une difficulté à fermer la bouche complètement, parfois une langue visible entre les dents. Et ce n'est pas uniquement un problème esthétique, bien entendu. Comment la succion crée une béance? Quand un enfant suce son pouce ou une tétine, il introduit un objet entre les dents plusieurs heures par jour. Ce geste entraîne 3 effets principaux. Premièrement, les dents antérieures sont empêchées de sortir correctement. Elles restent en retrait car un obstacle est constamment présent. Deuxièmement, les dents postérieures, elles, continuent de sortir normalement, ce qui accentue le déséquilibre. Et troisièmement, la langue adopte une position basse et avancée car elle n'a plus sa place naturelle au palais. Résultat, la croissance de la mâchoire est modifiée et la béance s'installe progressivement. En 4, quelles sont les conséquences sur la déglutition? La déglutition, c'est le fait d'avaler. Normalement, lors de la déglutition, la langue monte au palais, les lèvres restent détendues et les dents sont légèrement en contact. Chez un enfant avec une béance et une succion prolongée, on observe très souvent une déglutition dite infantile. Cela signifie que la langue pousse vers l'avant, elle s'interpose entre les dents, parfois même contre la lèvre. Ce schéma entretient la béance, empêche sa fermeture naturelle et exerce une pression continue sur les dents. C'est un peu un cercle vicieux. En 5, quelles sont les conséquences sur la phonation, c'est-à-dire la parole? La langue joue un rôle fondamental dans la parole. Lorsqu'elle est mal positionnée, certains sons deviennent difficiles à produire. On observe fréquemment un zuzotement, des difficultés sur les sons S, Z, ch, J, T et D, et une articulation imprécise. La langue peut sortir entre les dents lors de la parole, ce qui modifie la clarté du message. Ces troubles peuvent persister même après l'arrêt de la succion, s'ils ne sont pas rééduqués. Quelles sont les conséquences maintenant sur la respiration? Un point souvent méconnu, c'est la respiration. La succion prolongée favorise une position basse de la langue, comme on l'a dit auparavant, un palais plus étroit, une bouche souvent entrouverte. Cela peut alors conduire à une respiration buccale, c'est-à-dire par la bouche plutôt que par le nez. Or, respirer par la bouche, ça assèche les muqueuses, ça favorise les infections ORL, ça perturbe le sommeil et ça peut influencer la posture globale de l'enfant. La langue qui devrait reposer au palais n'assure plus son rôle de soutien et de stimulation de la croissance maxillaire. En 7, quelles sont les autres conséquences possibles? La béance et la succion prolongée peuvent également entraîner des difficultés à mastiquer certains aliments, une fatigue musculaire autour de la bouche, une posture linguale inadéquate au repos et parfois une gêne esthétique impactant la confiance en soi. Et à long terme, des traitements orthodontiques bien plus complexes.
Il est important de comprendre que les dents ne sont que la partie visible du problème. Ce sont surtout les fonctions, comme on l'a dit auparavant, qui sont touchées. Pouce ou tétine, y a-t-il une différence? On me demande souvent, est-ce que le pouce est pire que la tétine? La réponse est un peu nuancée. Le pouce est toujours disponible, ce qui peut entraîner une succion plus fréquente et plus longue, alors que la tétine, elle, peut être retirée progressivement. Mais certaines formes favorisent aussi des déséquilibres si elles sont utilisées trop longtemps. Dans les deux cas, ce n'est pas l'objet en lui-même qui pose le problème, mais la persistance de l'habitude au-delà de l'âge recommandé. En neuf, à partir de quand s'inquiéter? De manière générale, avant 2 ans, la succion est normale. Entre 2 et 3 ans, on observe et on accompagne. Après 3 ans, une vigilance est nécessaire, et après 4 ans, le risque de conséquences augmente nettement. Plus l'habitude persiste, plus les adaptations musculaires et osseuses se fixent. Et en dernière partie, on va parler des traitements. Alors le véritable traitement, avant même de parler d'appareils d'orthodontie, de grilles, tout ce qui peut faire que le patient arrête le pouce, c'est d'arrêter le pouce en soi, d'arrêter la succion. Les études montrent très clairement que lorsque le pouce ou la tétine est maintenu au-delà de 3 à 4 ans, le risque de béance, de proalvéolie maxillaire, donc ça veut dire que les dents qui partent en avant, avec ce trou entre les dents du haut et du bas, et du recul de la mandibule, parce qu'on vient appuyer sur le pouce, on vient aussi bloquer la mandibule, donc va créer un problème de respiration, et ça augmente de façon significative après 4 ans. À l'inverse, lorsque l'arrêt est précoce, on observe parfois une autocorrection, voire complètement une résorption de cette béance. Cela veut dire une chose très simple, mais essentielle, tant que la succion persiste, aucun traitement orthodontique ne peut être considéré comme stable à long terme. Donc la tétine est généralement la situation la plus simple à gérer. Ça correspond à une succion passive, souvent liée au sommeil ou à l'endormissement, comme on l'a expliqué plus tôt. Les recommandations cliniques actuelles convergent vers un arrêt idéal, comme je l'ai expliqué, après l'âge de 3 ans. Moi je dis 4 ans, on la donne au Père Noël. Dans la majorité des cas, un sevrage progressif, donc pas d'un seul coup, on vient pas couper la tétine et on l'enlève et d'un seul coup, c'est progressif. D'abord, on commence par l'enlever dans la journée pour l'avoir que la nuit ou les siestes, et puis ensuite on l'arrête totalement. Donc lorsque cet arrêt est réalisé suffisamment tôt, il n'est pas rare de constater, comme j'ai expliqué, une occlusion, donc un contact entre les dents du haut qui revient en place. Il faut savoir qu'il y a plusieurs techniques, par exemple la tétine clip, d'autres solutions qui peuvent aussi permettre d'avoir un arrêt progressif, comme je vous ai expliqué, et pas d'un seul coup. Le pouce, en revanche, c'est un peu plus compliqué. Le pouce, c'est pas un objet externe, c'est une extension du corps, donc profondément associée à une fonction d'auto-apaisement, avec souvent une composante émotionnelle et neurologique très marquée. La succion du pouce progressive peut être traitée souvent par aide psychologique. J'aime pas trop dire ce mot, mais c'est plutôt une aide, un accompagnement émotionnel, par exemple de l'hypnose. C'est ce que je conseille souvent aux enfants qui sucent encore le pouce à 6-7 ans. On ne peut pas vraiment couper le pouce, bien entendu. Il y a 2 solutions, le sparadrap, le vernis, etc. Mais le plus important, c'est que ça vienne de l'enfant. Vraiment, il faut que lui, il comprenne que le pouce, il faut arrêter pour que ses dents puissent se remettre en place et qu'il puisse avoir de belles dents. Moi, c'est ce que je dis aux enfants. À partir de 4 ans, ils comprennent très bien. Et ça permet déjà que lui, ça lui fasse un petit déclic et qu'il arrête de lui-même. Donc, comme j'expliquais, l'approche doit être globale, souvent une composante émotionnelle avec l'hypnose. Et donc, les parents doivent aussi aider en expliquant à l'enfant que les dents ne vont pas remettre en place, que la langue va pas se remettre en place, qu'il va mal parler, mal respirer, etc. pour qu'il y ait une sorte de responsabilité de l'enfant et pas qu'il y ait un arrêt brutal. Moi, c'est vraiment ce que je conseille aux parents, c'est d'accompagner et pas d'arrêt brutal parce qu'après, ça peut créer d'autres soucis d'ordre comportemental qui peuvent après exploser à l'adolescence. Donc j'ai parlé d'hypnose qui est reconnue et documentée dans la littérature scientifique pour la prise en charge des comportements répétitifs, des automatismes inconscients et de l'anxiété. L'objectif, c'est pas de forcer l'arrêt du pouce, comme je vous l'ai expliqué, mais de dissocier le pouce de sa fonction apaisante, de créer une alternative et de redonner à l'enfant un sentiment de contrôle. Lorsqu'on a travaillé sur l'enveloppe comportementale, on peut mettre donc le sparadrap, le vernis amer, mais il y a aussi des choses qu'on peut mettre en bouche. La grille, une grille anti-pouce, une enveloppe linguale nocturne, enfin des petites choses qu'on peut mettre en place. Moi, franchement, je trouve que ça marche pas très bien tant que le patient a pas envie, tant que l'enfant a pas envie d'arrêter le pouce. Ensuite, souvent, ce que je conseille, c'est d'abord de faire une rééducation linguale avec l'orthophoniste ou un kiné lingual qui va permettre de remuscler cette langue. Et quand la langue va être musclée, elle va venir au niveau du palais, créer un petit peu de croissance du palais parce qu'elle va stimuler le palais. Et donc, déjà, on a une correction de cette béance.
Moi, ensuite, j'interviens pour finir, donc traitement orthodontique par bague ou par aligneur. Moi, je privilégie quand même les aligneurs. Je trouve que c'est quand même plus précis. Mais bon, peu importe, bague ou aligneur, avec souvent des élastiques. Et bien sûr, faire attention que la langue prenne pas le relais du pouce. Parce que des fois, la langue, elle vient passer entre les dents et va prendre le relais du pouce. Comme on fait un peu de la place, et ben cette langue a envie de venir dans des endroits où elle n'a pas le droit. Donc vraiment toujours un suivi, toujours faire attention. Et c'est pour ça qu'on travaille avec l'orthophoniste en parallèle et bien sûr les parents qui doivent être derrière parce que je suis pas à la maison pour voir comment l'enfant place sa langue. Donc chez l'adulte, la situation est un peu différente parce que la croissance est terminée, on ne peut plus corriger les bases osseuses de la même manière. Donc on peut pas vraiment bouger l'os de la mâchoire, mais plutôt les dents. Donc c'est un peu plus compliqué, c'est surtout un peu plus long en fait. Je dis toujours que le traitement de l'adulte, c'est la même chose que chez l'enfant, sauf que c'est beaucoup plus long parce qu'il faut y aller beaucoup plus lentement pour que les dents puissent bouger et que l'os et la gencive puissent le suivre. Ce que nous disent les données scientifiques de façon très cohérente, c'est que le véritable enjeu n'est pas seulement d'aligner les dents, mais le cœur du traitement, c'est vraiment la fonction, remettre la langue en place, remettre les dents en place pour que le patient puisse bien manger, bien respirer, bien parler, bien dormir, enfin, tout ça pour que ce soit vraiment parfait et que il n'y ait pas que un beau sourire, mais aussi une bonne physiologie. Pour conclure, la succion du pouce et de la tétine n'est pas un problème en soi, mais lorsqu'elle est prolongée, elle peut avoir des répercussions importantes sur l'occlusion dentaire, la déglutition, la parole, la respiration et le développement global de la sphère orofaciale, c'est-à-dire de la face. Une béance dentaire antérieure n'est jamais isolée. Elle est souvent le signe d'un déséquilibre fonctionnel bien plus profond. Plus la prise en charge est précoce, plus les chances de correction naturelle sont grandes. Informer, comprendre et accompagner sont la clé.